Des questions. C'est ce que j'ai appelé la définition physiopathologique. Physiopathologique, ça veut dire une définition par les conséquences qui va engendrer une hypoxie cellulaire, forcément. Et s'il y a une hypoxie cellulaire, il y a une déviation du métabolisme vers l'anaérobiose. Qui va engendrer une acidose lactique par défaut de stockage d'ATP nécessaire au fonctionnement cellulaire. Alors je vous disais tout à l'heure que l'acide lactique, on peut le trouver dans le sang, mais c'est à de petites quantités, moins de 2 millimoles par litre. Mais que cet acide lactique, même s'il augmente et qu'il reste inférieur à 10 millimoles par litre, eh ben, ça peut être rattrapable avec le traitement. Mais qu'au-delà de 10 millilitres, il y a un très grand danger de mort et c'est pratiquement irrattrapable. Vous avez une autre définition qui est clinique, celle-là. Alors on définit un état de choc comme étant une insuffisance circulatoire aiguë et durable. Aiguë et durable, c'est très important. Parce que quand on a une insuffisance circulatoire chronique, eh ben on ne fait pas d'état de choc. Parce que l'organisme a le temps de s'adapter, comme dans une insuffisance cardiaque. Une insuffisance cardiaque, ben, sur une valvulopathie ou sur une pathologie ischémique ou une autre pathologie, eh ben, ça se fait de façon progressive et l'organisme a le temps de s'adapter. Et parce qu'il a le temps de s'adapter, ben, il ne va pas développer une insuffisance circulatoire. Et les mécanismes d'adaptation, on va en parler tout à l'heure. Donc, aigu, c'est important, et durable, c'est important aussi. Vous avez peut-être entendu parler du choc vagal. Smiatobie et le choc vagal. Le choc vagal n'est pas un vrai choc. C'est quelqu'un qui, par exemple, va chez le dentiste, et comme il a peur de l'aiguille, il fait une réaction vagale. Le vague, le nerf vague, le 10. Vous savez comment il agit quand il est stimulé? Il agit en donnant une bradycardie. Et si la bradycardie est très importante, c'est-à-dire à 40 ou à 30, ben le malade va partir dans les nuages. Et on dit qu'il fait un choc vagal. Sauf que ça dure 30 secondes. Et 30 secondes, ça n'est pas suffisant pour qu'apparaisse une hypoxie tissulaire. Une chute de la tension artérielle qui va durer 30 secondes ne va pas être responsable d'un état de choc. Donc il faut que l'hypotension artérielle ici, comme c'est dans la définition, soit durable pour que le malade puisse développer une hypoxie tissulaire. Donc insuffisance circulatoire aiguë durable avec chute de la tension artérielle à moins de 90 mm de mercure ou de plus de 30% de la normale. Quelqu'un qui est à 120 mm de mercure de pression artérielle systolique, ben si ça descend à 100, ça ne définit pas un état de choc. Mais si ça descend à 80, eh ben, ça peut définir un état de choc. Donc il faut que la baisse soit au moins de 30% par rapport au chiffre de base, par rapport au chiffre normal. Alors cette chute de la tension artérielle, cette insuffisance circulatoire aiguë et durable, va provoquer une redistribution de la perfusion des différents organes. Il y a des organes qui vont être privilégiés et d'autres qui vont souffrir très vite. Donc à chaque fois qu'il y a un état de choc, à chaque fois qu'il y a une chute de la tension artérielle, la circulation sanguine aura tendance à aller de façon préférentielle vers le cœur et le cerveau, ce qui est tout à fait logique. Et ça se fait au détriment des reins, ça se fait au détriment de la peau et des muscles,
ça se fait au détriment du tube digestif. Donc ce sont ceux-là les organes qui vont souffrir le plus et vite. Alors, les états de choc, on peut les classer en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les chocs quantitatifs et les chocs distributifs. Les chocs quantitatifs sont ceux qui sont dus à une baisse de la quantité d'oxygène transportée. Et on sait que la quantité d'oxygène transportée, elle peut diminuer parce que le taux d'hémoglobine baisse, c'est le choc hémorragique. Parce que le débit cardiaque baisse globalement, et c'est le choc hypovolimique. Quelqu'un qui fait une diarrhée aiguë et qui perd énormément de liquide par sa diarrhée, ou qui vomit beaucoup, ou qui fait une péritonite et qui fait ce qu'on appelle un troisième secteur, eh ben, son débit cardiaque va chuter, et donc forcément la quantité d'oxygène transporté va chuter. C'est pour ça qu'on parle de choc quantitatif. Dans le choc cardiogénique, il se passe la même chose. Quelqu'un qui fait un infarctus du myocarde massif, et dont le cœur ne va pas éjecter du tout, eh ben, le débit cardiaque va chuter. Et forcément, la quantité d'oxygène transportée, parce que le corps ne fonctionne pas, va chuter. D'où le terme de choc quantitatif. Donc les chocs quantitatifs sont le choc hémorragique et le choc hypovolimique de façon plus globale, et le choc cardiogénique. Dans les chocs distributifs, c'est-à-dire les autres types d'états de choc, il n'y a pas à proprement parler de diminution de la quantité d'oxygène transportée, mais il y a une mauvaise distribution de la masse sanguine. C'est-à-dire que le sang va se distribuer dans des zones qui ne sont pas très utiles. Ou alors, il y aura, sans qu'il y ait une diminution de la quantité d'oxygène transporté, il y aura une mauvaise utilisation de l'oxygène, et c'est ce qu'on voit dans le choc septique. Et c'est ce qu'on voit en fait dans tous les chocs dits par vasodilatation. Donc le primum movens, dont la cause principale est une chute des résistances artérielles, est une vasodilatation veineuse. Dans le choc septique, qu'est-ce qui se passe? Je vous le dis par anticipation. Il y a une agression par un agent infectieux, un microbe, une levure, un virus. Et cette agression par l'agent infectieux va susciter de la part de l'organisme une réaction qui va consister en la fabrication d'énormément de substances, on appelle ça des médiateurs, et tous ces médiateurs sont vasodilatateurs. Donc ils vont agir sur les vaisseaux, les artères et les veines. Sur les artères, ça va provoquer une vasodilatation artérielle massive, et forcément que la tension artérielle va baisser. Et qu'on a vu que la pression artérielle dépend de l'éjection, mais elle dépend aussi des résistances systémiques. Donc si les résistances baissent de façon brutale, la tension artérielle va baisser. Et la vasodilatation veineuse va provoquer quoi? Quand il y a une vasodilatation veineuse, les veines vont se dilater et elles vont accumuler du sang. Donc le sang, il est là, il n'est parti nulle part, il n'est pas parti à l'extérieur, mais il est resté dans l'organisme. C'est comme si c'était une hémorragie interne, par augmentation de ce qu'on appelle le système capacitif. Le système veineux est appelé système capacitif. Le système artériel est appelé système résistif. Donc tous les états de choc dont l'origine est une vasodilatation sont des états de choc de type distributif. C'est le choc septique, mais c'est aussi le choc anaphylactique. Le choc anaphylactique, c'est comme le choc septique, sauf que l'agresseur, ce n'est pas un microbe, ce n'est pas un micro-organisme pathogène, c'est un allergène. Quelqu'un qui reçoit de la pénicilline, par exemple, alors qu'il est allergique à la pénicilline, qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer les mastocytes, les basophiles, qui, elles, ce sont des cellules, qui vont libérer des substances aussi vasodilatatrices, comme l'histamine. Et ça va provoquer une vasodilatation artérielle massive, d'où la chute de la tension artérielle, une vasodilatation veineuse, d'où la diminution du retour veineux, parce que le sang va s'accumuler dans les veines. Et donc les chocs distributifs, c'est le choc septique, le choc anaphylactique. Toutes les substances vasoplégiantes, quand on fait une intoxication par exemple à une substance vasodilatatrice, on fait un état de choc. Les substances vasodilatatrices, c'est par exemple les inhibiteurs calciques et autres. Quand on a une section de la moelle cervicale, quand quelqu'un fait un accident
de plongée par exemple, et qu'il fait un traumatisme de la moelle cervicale, il se met en vasodilatation massive par atteinte du système sympathique. C'est le système sympathique qui gère la vasomotricité. Alors, quand on fait un état de choc, on s'adapte à l'état de choc. Alors, vous avez, en gros, pour répondre à l'état de choc, un mécanisme intrinsèque et plusieurs mécanismes extrinsèques. Le mécanisme intrinsèque, c'est-à-dire que c'est un mécanisme qui est propre au cœur. C'est pour cela qu'on dit intrinsèque. C'est le mécanisme de Frank Starling, dont vous avez certainement entendu parler en physiologie. C'est quoi le mécanisme de Frank Starling? Alors, pour comprendre le mécanisme de Frank Starling, souvenez-vous de Jbed. Jbed. Alors, si vous tirez très peu, vous allez envoyer la pierre à 1 mètre. Mais si vous tirez beaucoup, vous envoyez la pierre à 10 mètres, à 30 mètres. C'est exactement la même chose. Le mécanisme de Frank Starling consiste en une augmentation du volume d'éjection systolique par le simple étirement des fibres myocardiques. D'accord? Et donc, quand on a un état de choc, l'organisme va faire en sorte, par les mécanismes extrinsèques, que le cœur se remplisse beaucoup, et à mesure qu'il se remplit et que les fibres myocardiques s'étirent, eh bien, l'éjection va être plus importante. Eh bien, où est le mécanisme de Frank Starling? Et donc, ce mécanisme de Frank Starling intrinsèque nécessite une précharge, nécessite que le ventricule soit plein, nécessite que le volume télédiastolique du ventricule gauche soit élevé. Et donc, il dépend du retour veineux, il dépend du sang qui va venir de la périphérie vers le cœur. Et il dépend du remplissage vasculaire, forcément. Donc, le mécanisme intrinsèque est largement tributaire des mécanismes extrinsèques. Et largement tributaire aussi de l'intervention médicale. Quand on remplit quelqu'un qui est en état de choc, c'est aussi pour permettre au cœur de pomper suffisamment, en mettant à profit le mécanisme de Frank Starling. Les mécanismes extrinsèques, ce sont le système rénine-angiotensin-aldostérone, c'est le système orthosympathique qui est le plus important, et bien sûr l'augmentation de l'extraction systémique, sauf dans le choc septique, et la redistribution du flux sanguin entre les organes et l'autorégulation. Alors, tout ça dans le détail, ça donne quoi? Le système rénine-angiotensin-aldostérone, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que fait la rénine, l'angiotensine et l'aldostérone? L'angiotensine, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un vasoconstricteur puissant. Et l'angiotensine est sécrétée dès lors qu'il y a une diminution du débit sanguin rénal. Ou alors, dès lors qu'il y a une diminution du flux de sodium au niveau du rein. Eh bien, le fait de sécréter de l'angiotensine parce qu'il y a une diminution du débit sanguin rénal, eh bien, ça va nous donner une vasoconstriction puissante, artérielle et veineuse. Quand on fait une vasoconstriction veineuse, on chasse le sang veineux de la périphérie vers le centre. Et on augmente le gradient dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est éminemment important pour le remplissage vasculaire, qui est le gradient entre la périphérie et le centre. Quand on est en vasoconstriction artérielle, on augmente sa tension artérielle. Sachez que l'angiotensine 2 est le plus grand, le plus puissant vasoconstricteur qui soit. Il n'y a pas plus vasoconstricteur que l'angiotensine, même parmi les drogues que nous utilisons en pratique clinique, c'est-à-dire l'adrénaline et la noradrénaline. L'aldostérone, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle retient le sodium et l'eau. Et l'aldostérone est sécrétée là aussi parce qu'il y a une diminution du débit sanguin rénal. Et le fait de retenir du sodium et de l'eau, ça permet de garder une volémie. Donc l'hypoperfusion rénale va provoquer la production d'angiotensine et d'aldostérone pour retenir le maximum d'eau par l'air. La redistribution du flux sanguin entre les organes et l'autorégulation, ça veut dire que quand on a un état de choc, il se passe au niveau des différents organes des modifications circulatoires qui vont permettre à ces organes de survivre. La redistribution, j'ai déjà dit que ça favorisait, ça privilégiait le cerveau et le cœur, mais l'autorégulation,
ça procède aussi pratiquement de la même logique, mais c'est autre chose que la distribution. L'autorégulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la capacité des organes, des différents organes, à garder un débit de perfusion dans des limites de modification de la pression artérielle. Le cerveau, par exemple, il est irrigué de la même façon que la tension artérielle soit à 7 ou à 18. Sauf qu'à moins de 7, il y a un risque que cette irrigation ne baisse, et à plus de 18, il y a un risque que cette irrigation ne baisse aussi. Ben, cette autorégulation est permise par quoi? Elle est permise, par exemple, par la vasodilatation. Quand la tension artérielle chute à 8, 7, 9, eh ben, il y a une vasodilatation au niveau du cerveau qui fait que le cerveau est irrigué de la même façon. Quand il y a une vasodilatation, il y a beaucoup de sang qui passe. Quand il y a une vasoconstriction, c'est l'inverse. Donc, quand la tension artérielle monte au-delà de 18, il y a une vasoconstriction au niveau du cerveau. Et quand la tension baisse, il y a une vasodilatation qui fait que le débit reste le même. Elle dit à l'autorégulation. Alors, cette autorégulation, on la retrouve au niveau du rein, au niveau du cerveau, au niveau du corps, on la retrouve dans tous les organes. Au niveau du foie, c'est une vasodilatation, c'est une autorégulation particulière, parce qu'il y a une dualité entre la circulation de type porte et la circulation systémique. Mais enfin, ce n'est pas la peine que je rentre dans ces détails. L'augmentation de l'extraction systémique d'oxygène, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il y a une diminution de la quantité d'oxygène qui va vers les tissus, et bien les tissus vont extraire le maximum. Sauf dans le choc septique, parce que dans le choc septique, il y a des modifications au niveau de la circulation périphérique qui fait que malheureusement, ce mécanisme n'intervient pas. Avec ça, vous avez le mécanisme le plus important d'adaptation qui est celui qui fait appel au système orthosympathique, c'est-à-dire les catécholamines.